Ouais, fait qu'à chaque fois que tu fais des trucs de même. C'est intense tout ça. Yeah. C'est l'ordre du jour. On va checker ça. Check! On est live. Oh my god. Live on track. Smith vibes. Positive vibes every day. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Smoothie. Fait que, on a un take back. Deuxième fois avec Nick. C'est une première au Smith Vibes. Maintenant, on a Deuxième fois. une première, deuxième fois. C'est vrai. Puis on est aussi avec Lauriane Lavoie. Fais-nous donc une petite introduction de... T'es qui, toi, Lauriane? Moi, Ouais, qui es-tu? nutritionniste. T'es en train de terminer une maîtrise en physiologie de l'exercice, donc pour devenir nutritionniste du sport. Travaille beaucoup dans le domaine du CrossFit à DECA à Blainville. Puis sinon, dans le temps libre, j'aime m'entraîner, nager, voyager, Tout ça. tout ça. Mais la grande question qu'on Ouais. se demande tous, est-ce que les nutritionnistes mangent au restaurant? Des fois. Jamais. Jamais, hein? Des fois. Ouais. Vous avez le droit? Souvent. Ça dépend du budget. Ok. Faut être smart avec ça. Ouais. Je pense que je vais trop souvent au resto. Ouais. Mais, maintenant, les restos que je vais, parce que je trouve ça délicieux, c'est les restos vegan. Ok, C'est ouais. ça. Très fort, hein? Puis là, pourquoi Jade elle m'a dit que vous étiez allé au schéma vendredi passé? Ouais. Mais toi, j'ai pris une pizza vegan. Vegan, every day. Ouais, fait que c'est ça. Donc, aujourd'hui, je voulais juste à chaque fois qu'on parle de nutrition, là, j'ai comme le temps l'impression que je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Je sais pas si ça va déraper ou... Non, c'est vrai, parce que c'est comme une religion un peu, là, mais bref. On va y aller un petit peu avec votre expérience, puis aussi vos études là-dedans, qui est pas mal evidence-based, science-based, tout le kit. Puis je pense que je vais un peu blender mon opinion par rapport à ça, puis l'opinion peut-être du public, puis essayer de mieux diriger les gens un peu dans les sujets qu'on va checker aujourd'hui. Surtout que j'aimerais ça qu'on aborde un peu la diète cétogène, keto, pour justement peut-être démystifier le fait que c'est peut-être pas juste 100% négatif, puis 100% positif non plus. Puis je pense que c'est ça qui arrive en ce moment. C'est qu'il y a du monde qui va dire non, c'est de la style merde. Puis là, tu vas avoir d'autres mondes qui vont dire non, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. Qu'est-ce qui est bon là-dedans, Nick? C'est la question à 1 million de dollars en 2018-2019, la diète cétogène. Moi, je me suis intéressé plus à la diète cétogène chez les athlètes. Fait que pour ça, c'est plus tranché. Puis on en reparlera. Mais mettons, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, l'intérêt de faire la diète cétogène, je pense que c'est perdre du poids. Là. La plupart des gens qui veulent faire la diète cétogène, c'est pour perdre du poids. Puis pourquoi ils pensent que ça fait perdre du poids? Ben parce que partout sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que ça fonctionne, puis que en mangeant juste du gras, ben ce qu'on brûle, c'est nos réserves de graisse. Puis on a moins faim, puis blablabla. Puis là, est-ce que la science dit ça? Ben pas vraiment. Juste mettons pour la perte de poids, il y a eu plein d'études par rapport à ça. Puis ce qu'on trouve, c'est que la perte de poids est vraiment comparable à une diète normale si la restriction calorique est la même. Parce que c'est pas, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont parler de l'insuline, puis des hormones, puis des trucs que les gens comprennent moins. Mais au final, une perte de poids, pour qu'il y ait une perte de poids, c'est tout le temps, c'est plate, là, puis c'est pas sexy, comme on disait la dernière fois, mais c'est dépense plus de calories que t'en prends. Ouais. Puis avec la diète cétogène, tu peux perdre du poids si tu manges moins de calories que t'en dépenses, mais tu peux aussi prendre du poids si tu prends beaucoup de gras. Fait que ça revient à avoir un déficit calorique, en fait. Exact. Ouais. Je pense que l'avantage peut-être de la diète cétogène dans un but de perte de poids, c'est que le gras, ça rassasie vite. Dans le sens que t'as moins faim plus longtemps, rapidement. Fait que vu que le gras, c'est long à digérer, peut-être que t'es moins tenté de remanger comme rapidement après ton repas. Ouais. Fait que ça pourrait être comme l'avantage, entre guillemets, de la diète cétogène dans un but de perte de poids parce que en bout de ligne, vu que tu as moins faim, tu finis par manger moins que si tu mangeais une alimentation. Aussi, j'ai vu que, mettons, les corps cétoniques stimulent la sensation de satiété, là, qui est la sensation d'arrêter d'avoir faim. Les corps cétoniques, c'est ça qui est produit à partir des acides gras qu'on mange. On mange beaucoup de gras.
Puis les gras, c'est des triglycérides. Puis on rentre dans la biochimie, c'est plate, là. Mais au niveau, dans ton corps, ton corps transforme les gras en corps cétonique. Ton foie s'occupe de ça. Puis les corps cétoniques, ça stimule la sensation de satiété un peu plus. Fait que tu sais, les gens mangent un petit peu moins de calories, puis ils ont un petit peu moins faim. Fait qu'ils ont peut-être plus de facilité à perdre du poids. Mais ça, c'est considérant qu'ils produisent des corps cétoniques, donc ils sont en cétose. Puis, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus aussi. Est-ce que les gens sont capables de rester en cétose pendant longtemps? Pas vraiment. T'sais, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est comme au bout de 4 à 6 à 8 semaines, maximum 3 mois, les gens décrochent de la cétose. Puis, ils disent encore qu'ils font la diète cétogène, mais ils sont pas partout en train de produire des corps cétoniques. C'est juste qu'ils mangent beaucoup de gras, pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de protéines. Moi, ce que j'ai vu aussi récemment, c'est qu'il y a là, maintenant, le monde keto, il est rendu même divisé en deux. Il y a comme le classique keto, puis il y a genre le adaptive keto, là, qui est comme un peu, justement, comme tu dis, qui est jamais, mettons, dans cette phase cétogène, mais qui est tout le temps dans le goal de les réussir, si on veut, là, mais il est comme un 80-20, là, un peu. Là. Ouais, mais c'est ça. Souvent, les gens qui commencent, après un mois, vont réussir à être en cétose, parce que ça se fait pas instantanément non plus. Là. Dans le fond, la diète cétogène, on l'a pas vraiment expliqué, mais c'est... Tu manges une méga proportion des calories de ta journée sous forme de gras. C'est comme au moins 80% de l'énergie totale sous forme de gras. Fait que tu manges de l'huile d'olive, tu manges des avocats, tu manges... Il y en a qui mangent du bacon, même si c'est pas la meilleure source. Mais avec ces calories-là, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... est-ce que je m'en allais? Dis-moi maintenant. C'était pour expliquer c'était quoi la diète cétogène. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça pour l'adaptive keto. Les gens vont réussir à être en diète cétogène après comme un mois, mais après ça, ils vont recommencer à intégrer peut-être plus de fruits, ils vont se tanner de manger juste du gras. Fait que là, ils vont comme décrocher de la cétose, mais ils s'en rendront peut-être pas compte. Fait qu'ils vont juste être dans une diète low carb, high fat, puis ils vont réussir à être en santé quand même, mais ils pourront plus, techniquement, ils pourraient pas dire qu'ils sont en diète cétogène, mais vu que c'est la mode d'écrire #keto, ben, ils vont dire qu'ils font la diète. Mais il y a aussi... c'est quand même bénéfique pour certaines personnes. Je veux dire, ça a été prouvé pour les épileptiques, si tu trouves... Ouais, à la base, c'est de là que ça vient. Là. Ça vient d'une étude, je pense, des années 1920, où ils se sont rendus compte... Ouais, ça fait longtemps de temps là, que ça existe. Et où, tu sais, avec les enfants épileptiques spécifiquement, ça permettait de diminuer leurs symptômes un petit peu. Puis là, quand ils ont développé des médicaments qui permettaient de faire les mêmes effets sans que les enfants aient à manger juste du gras, ben ils ont mis les enfants sur les médicaments, puis depuis ce temps-là, ça se passe bien. Puis là, ça remonte genre aux années 60, 70, 80, que l'intérêt pour la diète cétogène est revenu pour perdre du poids. Puis, does it work? Parce que l'affaire en nutrition, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une nouvelle tendance. Pour perdre du poids, pour être plus en santé, entre guillemets. Fait que c'est comme... il y a le pharmacien, je pense, qui a posté un infographique là-dessus, c'est un cycle. Ouais, c'était bon ça. Mais au CrossFit, là, j'ai l'impression que c'est devenu assez populaire dans ce phénomène-là. Peut-être un peu plus dans le monde du CrossFit que dans le domaine du bodybuilding. Dû à l'importance de peut-être manger un peu plus de carbs puis gagner un peu plus, puis aussi on a des suppléments douteux, mais dans le CrossFit, est-ce que d'une certaine façon ça pourrait avoir un effet positif sur les performances? À date, ce qui est sorti dans le domaine du CrossFit, vu qu'on est plus en puissance, pas tellement. Fait que dans le fond, pour le CrossFit, on veut d'habitude aller chercher plus de glucides pour avoir l'énergie qui est disponible rapidement. Tandis que les lipides, c'est plus une source d'énergie qui est lente. Donc, pour un sport qui est explosif, que tu as besoin de réagir vite, que c'est des intervalles, des sprints des fois, où, mettons, je sais pas moi, tu as un break de 2 minutes entre deux intervalles différents, mais tu veux quelque chose de rapide pour pouvoir performer, fait que la diète keto à ce moment-là, c'est peut-être pas l'idéal. Approchez-nous un peu. Oui. Mais tu t'es embarqué dans un sport assez complexe au niveau de bien des affaires, autant en entraînement mais surtout en nutrition, parce que justement, t'as un petit peu de tout, là. C'est un sport de puissance, c'est un sport d'endurance en même temps, c'est un sport aussi où il faut que tu récupères rapidement parce que ça finit pas à une journée de compétition, c'est genre 3, 4, 5 jours, tu sais, si c'est pas plus. Tu sais jamais à quoi t'attendre un peu. Comment est-ce que...
Fait que dans le fond, ça répond un peu à ma question, là, Ouais. de voir justement ce que il n'y a pas tant de monde, mettons, professionnellement Non. qui font ça. Là. Non, pas beaucoup. Puis même, c'est sûr que il y a des gens que je suis qui ne sont pas nécessairement des athlètes de haut niveau, mais qui Ouais. ont décidé par eux-mêmes de vouloir essayer la diète cétogène. Puis Ouais. moi, je les ai comme guidés là-dedans. Ok. Puis eux-mêmes m'ont dit, ben, tu sais, c'est vrai qu'au niveau de la récupération, puis de mon énergie à l'entraînement, ça va un petit peu moins bien qu'auparavant. Ouais. Ouais, fait que... Mais ils ont perdu du poids d'une certaine façon. Ils ont perdu du poids Ouais. parce qu'ils mangent moins. Qu'est-ce Mange qu'ils moins mangent de calories. Puis là, leur intensité au gym est moins élevée. Ouais. Ok. Ben, c'est ça. L'intensité au gym est moins élevée, fait que durant l'entraînement, puis tu sais, on s'entend que c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient s'entraîner, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau d'énergie puis une récupération genre à 100% tous les jours, mais ils sont quand même capables de voir une petite différence là, Mhm. à ce niveau-là. Ouais. Puis, fait que dans le fond, ouais. Fait que les athlètes, est-ce que tu as eu l'opportunité justement de voir un peu, puis tester comment un athlète, mettons, qui part en compétition 4-5 jours, Mhm. comment s'adapter un petit peu à ça, puis je suis sûr que tout le monde réagit différent, là, c'est pas un one size fit all, Non, c'est ça. sûr. En Là. nutrition, c'est jamais ça, puis Ouais. c'est beaucoup des zones grises aussi, tu sais, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Ouais. Fait que c'est sûr que les glucides, souvent, c'est notre meilleur ami. Ouais. T'es l'air hésité, là. Non, c'est juste que, ben, comme je viens de dire, c'est pas tout le temps tout noir ou Ouais, tout blanc, donc ouais. peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui les lipides ça fonctionne mieux, mais c'est sûr que moi je suis plus portée à recommander des glucides. Ouais. Admettons une compétition qui dure 3 jours juste pour refaire tes réserves de glycogène, Ouais. pour avoir de l'énergie le lendemain, ben là c'est les glucides. Puis est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être plus tolérants aux glucides que d'autres? Mettons, par type morphologique, là. Tolérant glucides, je pense pas que... Comme quelqu'un qui est, mettons, Ben, tu sais, qui est extrêmement métabolique, là, qui brûle énormément de calories naturellement au repos. Là. Ben, Le type classique du maigrichon ou même Ouais. du gars super cut, là, qui Ouais. est tout le temps cut même s'il mange pas Ouais. nécessairement. Mhm. Ben, tu sais, mettons, pour les sports d'endurance où les fibres musculaires vont être plus des fibres d'endurance, tu sais, Ouais. ils vont avoir plus de facilité, tu sais, ils vont avoir plus de mitochondries dans leur fibre musculaire, un plus grand réseau mitochondrial, fait qu'ils vont avoir plus de facilité à utiliser les lipides pour leur fournir d'énergie. Ok. Mais ça, c'est ceux, mettons, qui vont faire du bike pendant super longtemps ou, tu sais, des marathons. Mhm. Mais, tu sais, ceux qui gagnent des médailles dans ces sports-là ont quand même sont quand même les meilleurs pour utiliser les glucides. Tu sais, mettons, Ouais. Eliud Kipchoge, là, le dude qui a gagné le marathon de Berlin en 2 heures 1 minute, tu sais. ou Pas quelque chose comme ça. 1h59? Non, il a pas encore breaké le Ah, ok. 2 heures. Non, Pourri. je pense 2h01 et 40 secondes, quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, lui, il carburait, il a été capable de prendre pendant sa course plus que 100 grammes de glucides à chaque heure, genre. Ouais. Fait que tu sais, là, on est loin quand même de la diète cétogène. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, mettons, moi, je fais du crossfit, puis je prends du poids de même, peu importe, puis il y a d'autres personnes qui vont faire du crossfit, puis ils ont de la misère à prendre une livre, puis ils vont manger. Mhm. Est-ce que tu considères que ça, c'est quelqu'un qui est, mettons, tolérant aux glucides parce qu'il s'en sert bien, contrairement à quelqu'un qui... Mais je sais pas si c'est de bien s'en servir ou pas, mais j'ai lu un livre récemment par rapport à notre flore bactérienne, Ouais. la flore intestinale, puis ça disait que tout dépendant des bactéries que tu avais dans ton intestin, tu pouvais réagir différemment aux nutriments que tu mangeais. Ouais. Fait qu'il y en a qui vont avoir, je sais pas moi, la source X de bactéries dans ton intestin qui vont faire en sorte qu'ils prennent plus de poids s'ils mangent plus de glucides. Ouais, ok. J'ai pas poussé personnellement plus les recherches, mais je sais pas si tu as déjà entendu parler le livre Le charme discret Non. de l'intestin. Parce que c'est super intéressant. C'est une étudiante en médecine en Allemagne, je crois, qui a écrit ce livre-là. Ok. Puis c'est super bien vulgarisé. Puis elle parlait justement là, des nutriments versus notre propre flore bactérienne. Puis Fait que ce qui ressort de ça, c'est qu'il faudrait que tu aies une culture de sel. Fait que on prend une petite pilule du caca de quelqu'un d'autre, puis on met ça dans ton corps à toi pour que tu développes des bonnes bactéries. Mais dans le sens, il doit, comme le pourcentage de gras initial de la personne doit avoir un impact aussi sur comment il réagit à ces glucides-là. Ça fait du sens? sa composition corporelle a un impact sur la mère. Ouais, ben quelqu'un, mettons, qui est à 10% de gras versus quelqu'un qui est à 20% de gras. Là, Je veux dire que la personne qui a plus de réserve de gras va utiliser plus de gras
alors que la personne qui a moins de réserve va utiliser plus de glucides, mettons. Ouais, est-ce que ça se pourrait? Non. C'est ce que tu manges qui détermine ce que tu oxydes comme énergie. C'est pas les réserves, tu sais. Mettons, quelqu'un d'obèse qui va faire la diète cétogène va pas oxyder plus de gras que quelqu'un qui fait la diète pas cétogène, qui mange beaucoup de glucides. Il va juste dépenser les calories qu'il a dépensées, peu importe si c'est sous forme de gras ou de glucides. Là. L'affaire aussi, c'est qu'avec ta composition corporelle, c'est multifactoriel. Fait que ça vient de ton background héréditaire, ça vient de qu'est-ce que tu manges, mais c'est pas juste, admettons, tu manges plus de glucides, fait que tu prends plus de gras. Il y a comme plein de choses qui sont reliées. Ouais. Puis c'est comme un peu les gens, ça voudrait peut-être dire aussi que les gens qui ont un pourcentage de gras plus bas, mais c'est aussi vu que dans peut-être dans les habitudes de vie, là, puis c'est peut-être qu'on rentre moins dans la nutrition, là, puis plus dans le côté psychologique, mais que les gens qui ont un pourcentage de gras plus bas sont meilleurs pour le garder plus bas puis de le maintenir que quelqu'un qui est un peu plus élevé puis qui est tout le temps yo-yo un peu. Là. Ouais, je pense qu'on rentre beaucoup dans la psycho à ce niveau-là. Ouais. Fait que... C'est une bonne question. Ouais. C'est ça. La nutrition, ça touche à tellement de trucs, puis nous, on n'est pas psychologue, puis quand nos clients ont, mettons, des troubles alimentaires, ben, on fait notre possible, mais souvent on les réfère, mettons, à des psychologues qui sont vraiment plus outillés que nous pour ça. Là. OK. Mais plus pour les habitudes par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la nutrition, on est bon pour parler de nutriments, mais quand quelqu'un a des vrais problèmes psychologiques, on n'est pas les spécialistes pantoute. Puis comment est-ce que vous... Ouais, ça c'est un sujet que je pensais qu'on allait aborder, mais quelqu'un, mettons, qui aurait besoin justement d'aide psychologique par rapport à ça, comment tu deals avec lui, toi en tant que nutritionniste, puis lui qui a besoin d'aide, parce qu'on s'entend qu'il a besoin de changer ses habitudes nutritionnelles, mais par le bienfait d'une approche psychologique, comment est-ce qu'il y a comme une combinaison de ces deux spécialistes-là qui font en sorte que ça fonctionne? Puis peut-être même aussi avec l'entraînement en plus, parce que c'est quoi la stratégie, là, comment que le monde y deal avec ça? Quelqu'un qui ne sait pas, là, toi tu sais. Ouais. Ben tu sais, on peut jamais comme forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Ouais. Mais tu sais, si je juge que la personne a besoin d'être suivie en psychologie, ben je vais la référer à peut-être un psychologue du sport. Là. On a tous des réseaux de contacts. Puis, mais tu sais, je ne vais pas rentrer dans quelque chose que, tu sais, au même titre que je suis pas médecin, fait que je ferai pas une chirurgie dans le cœur de quelqu'un parce qu'il bat trop vite, là, tu sais. C'est pas ma spécialité, fait que je réfère, puis après ça, quand il va être prêt à modifier ses habitudes de vie puis qu'il va être dans un bon state of mind, ben on va partir où il est rendu. Parce que je pense que, mettons, dans un contexte de trouble de comportement alimentaire ou quelqu'un qui a besoin d'un suivi en psycho, je pense que nous autres de référer, c'est quelque chose, mais de rester là comme en support, c'est quand même important aussi. Comme c'est sûr que comme je disais, dans un contexte de trouble de comportement alimentaire, ça va être plus la psychologie qui va venir jouer un grand rôle, puis nous autres, des fois, de enlever des mythes par rapport à certains aliments, comme ça va pas être à nous nécessairement de dire à la personne exactement quoi manger comme à chaque heure de la journée, mais juste des fois d'essayer de faire comprendre à la personne que c'est pas la fin du monde de manger Oreo. X. Ouais, mais moi, là, quand que je mange de la marde là, pendant un certain temps, là, je file comme de la marde, puis c'est pas vrai, là, mais j'ai des états plus dépressifs, si on veut. Ouais. Donc... Mais c'est normal. Oui, c'est ça, parce que c'est de la marde, tu te files pas bien, ton énergie est pas là, puis tout semble pas super positive vibes. Mais justement, fait comme... Je comprends que la psychologie a besoin de rentrer en ligne de compte, mais la nutrition, il faut qu'elle renforce ça à 100%. Là, sinon, ils vont juste en psycho pour rien. Ben, pas pour rien, mais il n'y a rien qui change. Là. Leurs états, ils changent à cause de leur nutrition un petit peu. Oui, un petit peu, mais souvent la psycho, ça va aller chercher comme la source première du problème. Souvent, les gens vont, admettons, manger leurs émotions, mais qu'est-ce qui est caché en dessous de ça? Nous autres, pas notre job d'aller chercher ça. Puis on n'est pas outillés non plus. C'est fucké. Mais il y en a d'autres nutritionnistes qui sont vraiment spécialisés là-dedans, les troubles alimentaires. Puis il y en a une à la clinique où je travaille qui est vraiment bonne là-dedans. Mais même si ça sort de ce qu'elle est capable de faire, on va référer à un psychologue quand même. Parce que même en entraînement, versus avec la nutrition tout ça, le fait de vouloir continuer à s'entraîner, pour les garder motivés, il faut qu'ils voient des résultats. Puis s'ils n'ont pas de résultats, ben, ils
vont juste pas être motivés. Puis la motivation, elle se trouve pas comme ça, là. Elle se trouve justement c'est tough. par les actes qu'on fait, puis le résultat que ça nous donne immédiat, si on veut. Puis si on est capable d'avoir ça rapidement, ben, ça change le cas. Là, on a checké un petit peu par rapport à keto, mais l'autre extrême actuellement, c'est vegan. C'est comme un gars... Peut-être même avant que keto soit arrivé, là, il y avait un mouvement un peu plus vegan. C'est quoi le 100% positif et le 100% négatif par rapport à ça? Là? Je veux qu'on blende ça ensemble et qu'on mette... qu'on y donne du love un peu. Là. Comment qu'on approche ça? Les diètes vegan? Ouais. Ben tu sais, encore là, tu peux pas forcer personne à être vegan, tu sais. Ouais. La popularité de cette diète-là, c'est vraiment pour il y a plusieurs raisons. Il y en a qui le font pour l'éthique animale, il y en a qui le font pour la planète, il y en a qui le font pour la santé, il y en a qui le font pour pour que ça goûte bon, tu sais. Il y a vraiment plein de raisons de faire ça. C'est une des diètes à la mode qui je pense qui a le plus de bénéfices ces temps-ci. La diète, tu sais, juste de végétaliser son alimentation un petit peu, manger plus de légumes, switcher une coupe de souper, de viande rouge pour des pois chiches, tu sais, peu importe, là, des légumineuses ou des protéines végétales. Je pense que ça a juste des avantages. Mais encore là, tu sais, on va jamais forcer personne à manger plus de végétaux, tu sais. C'est pas le fun de se faire dire ben c'est pas bon la viande puis arrête d'en manger puis mange juste des edamame à partir d'aujourd'hui. Un peu comme le fait que toi tu suis du monde qui veulent faire keto, fait que tu fais juste mieux les encadrer là-dedans. Ouais, ben je vais leur dire qu'est-ce que ça implique, puis après ça, si eux autres décident de continuer là-dedans, ben moi je vais t'encadrer là-dedans, tu sais, je veux pas t'empêcher de faire la diète keto, c'est ce que tu veux vraiment faire. Puis tu sais, le gros avantage justement de la diète vegan, comme Nico l'a dit, je pense que c'est l'apport en fibres. Mais qu'est-ce qui manque d'abord à la diète vegan? Il peut manquer, ben tu sais, il y a certains nutriments spécifiques, là, mettons la vitamine B12. S'ils prennent pas de levure alimentaire, ça se peut qu'il en manque un petit peu. Protéines, c'est super facile d'en chercher assez. Tu sais, si les gens sont suivis en nutrition puis qu'ils ont un bon coaching nutritionnel en arrière d'eux, ils vont être capables d'aller chercher au moins autant de protéines que quelqu'un qui fait pas la diète vegan. Puis ça va être des protéines d'aussi bonne qualité aussi. Quoi d'autre qui peut manquer? La créativité. La créativité? Non, dans le sens que je pense que ça demande plus de créativité d'être vegan que de manger genre omnivore. Non, omnivore, ouais. Exact. Juste parce que c'est pas, j'ai mangé du tofu coupé en cubes ça dans une assiette. Fait que je pense qu'il faut faire un effort supplémentaire pour avoir des idées. Ouais, avoir des idées puis faire de quoi qui goûte bon aussi. Là. Ouais. Mais c'est quoi que tu peux pas exactement utiliser? En vegan, ils mangent même pas de poisson. Là. Non. That's fucked. Puis vegan, tu sais, il y a comme végétalisme puis véganisme. Là. Végétalisme, c'est juste au niveau nutritionnel, puis véganisme, c'est même au niveau, tu sais, vestimentaire, c'est ça. Ou genre... Attends un peu, là, moi j'ai manqué un bout, je pense. C'est comme next level. Ok. Fait que du végétal... Mind blown! Ok, ça a rapport à tout ça, là. Ouais. Ben, tout ce qui peut être néfaste pour les animaux. Genre, tu manges pas de miel parce que c'est les abeilles qui l'ont fait. Oh, ok, ça c'est vegan. Mais pas dans des trucs vegan, les restos vegan, ils mettent du miel dans leur fucking galette. Non? Je sais pas. Mais peut-être qu'ils sont pas... Mais tu sais, en même temps, c'est pas que, tu sais, c'est jamais bon d'essayer d'être parfait dans tout. Parce que ça devient un autre... C'est comme du sirop d'érable, là, c'est sorti des arbres, on fait mal aux arbres parce qu'on met un pic dedans. Mais c'est ça, c'est que ça nous amène sur un autre sujet, c'est que quand on veut trop être parfait, c'est comme c'est un autre trouble alimentaire, l'orthorexie. Mais tu sais, si on peut voir ça autant dans le keto que dans le vegan, quelqu'un qui veut être juste... too much, comme... top, genre zéro déchet, puis vegan, puis tu sais, il y a vraiment plein d'obsessions qu'on peut avoir par rapport à la bouffe, mais tu sais, si on se respecte puis qu'on y va une étape à la fois, on peut réussir à manger super bien, puis être pas 100% vegan, mais être super en santé, là, c'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça que le message du nutritionniste c'est quand même plate en général, mais que de manger varié, puis... Vous avez rien à vendre, dans le fond. Ben, c'est ça. Exactement. On n'a pas de pilule à vendre, on n'a pas de supplément. Non, vous avez rien à vendre, là, dans le fond. On n'a pas de pitch. On a des bons conseils, là. On a des bons conseils. Il faut juste être équilibré. Non, mais tu sais, on va laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Tu sais, nos clients sportifs réussissent à avoir des performances malades, même sans prendre trop de pilules, puis sans prendre trop de suppléments, juste...
Puis ça développe aussi des habitudes qui sont capables de maintenir pour les 50 prochaines années. Pas juste genre une diète, disons, cétogène qu'ils vont faire pendant 2 semaines, puis qu'ils vont se tanner, puis qu'après ça, ils vont revenir à leurs vieilles habitudes. Là. Je trouve que ben c'est vrai, puis en fait vous avez raison par rapport à l'équilibre, je pense que c'est bon par rapport à ça, je suis de cette opinion là également, puis j'ai comme l'impression que au début dans le CrossFit, avant là maintenant il prône beaucoup le zone diet, que j'ai déjà fait d'ailleurs, puis qui a été probablement une des formes d'alimentation que j'ai le plus trippé puis qui était vraiment simple à faire. Mais avant qu'il intègre ça, il était bien fort sur le paléo. Puis j'ai comme l'impression que genre, le mouvement paléo, c'est bien cool, là, puis que nos ancêtres mangeaient comme ça, mais on a évolué. Là, comme, on peut passer à autre chose. Puis il y a quelque chose de juste mieux qui est arrivé entre-temps. Puis c'est comme si genre... Ok, ben d'abord, si on mange comme paléo, ben, on va donc vivre dans une grotte, voir si t'aimes ça, genre en plein hiver. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Là, tu mourrais à 39 ans. Puis, c'est ça. Tu sais, c'est ça que j'ai écouté un podcast dernièrement, c'était le pharmacien. Puis tu sais, il disait le paléo c'est super à mode, mais tu sais, dans le temps que les paléolithiques ils vivaient, ben ils vivaient tellement pas vieux qu'ils n'avaient pas le temps de voir s'ils développaient des maladies chroniques, tu sais, diabète, hypertension, cholestérol. Mais tu sais, il vivait en santé jusqu'à 40 ans, puis après ça c'était fini, tu sais, puis il avait le temps de faire 3-4 enfants pour perpétuer la lignée, genre, mais il n'y a pas de temps. Tu sais, le gros avantage que je trouve de la diète paléo, c'est qu'il coupe tout ce qui est transformé, ce qu'on devrait faire, peu importe ce qu'on mange, tu sais, dans la vie. Genre, fais ta propre pizza au lieu d'acheter une pizza congelée, ou tu sais, il y a vraiment plein de façons de manger moins transformé, là. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le domaine du CrossFit, ben, c'est surtout aux Games qu'on a pu le remarquer, c'est que il y a comme eu un shift dans les années. Il y a des années, là, surtout les filles, là, je te dirais, ils étaient ripped, là, ils étaient ces veines, là, ils étaient tellement cut, là. Ils avaient pas l'air d'avoir d'énergie, pas en tout, là, rendu au jour 2. Puis là, plus ça va, puis on dirait que c'est moins ça. On dirait que les filles, ben pas qu'ils ont un bid, là, mais je veux dire, sont... Les abdos paraissent un peu moins, puis genre... Mais j'ai l'impression qu'il y a un shift, on met moins d'emphase sur l'apparence puis la composition corporelle, puis vraiment plus sur le niveau d'énergie puis la performance. Tu penses que les filles, ils s'alimentaient plus pour le look, mettons? Pas nécessairement, mais peut-être la manière dont ils étaient dirigés, c'était peut-être plus par rapport à ça. Tu sais, au début, pas CrossFit, c'était un peu plus marginal, tu sais, il y avait pas grand monde qui se spécialisait là-dedans. Fait que je sais pas, moi, j'appuie pas mes faits en ce moment, là, j'étais pas là dans ce temps-là, je sais pas c'est qui les conseillait ou quoi que ce soit, mais peut-être si cette personne-là venait d'un background différent, puis transférait ses connaissances dans le monde du CrossFit qui étaient peut-être pas les plus appropriées. C'était peut-être le résultat, c'est qu'on voyait des gens comme super ça cote et tout, mais c'était pas nécessairement ce qui était mieux au niveau de la performance. Tandis que là, peut-être qu'on va voir des gens un peu moins ses abdos et tout, mais qui vont pousser pendant 3 jours de suite. Comme, selon moi, c'est plus impressionnant. Puis d'après moi, l'alimentation a changé aussi en fonction. Parce que là, ils prennent le carbs, puis genre pas tant la composition corporelle. Non, c'est... Mais avant, c'était ça. Là, mais il y a eu aussi, tu sais, un gros mouvement de diminuer le pourcentage de gras le plus bas possible pour avoir le meilleur ratio puissance-poids, genre. Mais en même temps, tu sais, si tes réserves de glycogène, tes réserves de sucre sont vides, ben t'auras pas vraiment de gaz à donner pendant ton WOD. Puis moi, une des choses qui me rend comme le plus heureuse en tant que nutritionniste dans le domaine du CrossFit, c'est quand les gens viennent me voir, puis ils me disent, honnêtement, moi je m'en fous de ma composition corporelle, je veux juste avoir de l'énergie, puis me sentir bien, puis bien performer. Ça, j'en ai de plus en plus, puis au début, j'étais vraiment étonnée, parce qu'elle veut pas... Hallelujah! Thank God! Smith vibes! Tu sais, dans le bac, on se fait souvent dire, genre, les gens ils vont vous consulter pour perdre de poids. Tu sais, souvent on a parlé de perte de poids, mais tu sais, moi à l'inverse, je vois beaucoup de gens qui me consultent pour gain de masse musculaire ou juste amélioration du niveau d'énergie. Puis ça, c'est comme. Moi aussi, amélioration du niveau d'énergie, ça revient souvent ces temps-ci. Avec les athlètes de CrossFit versus maintenant un athlète de bodybuilding, c'est quoi le maximum naturellement qu'un athlète peut vraiment gagner en termes de masse maigre? Là? Pas genre avec la masse grasse un petit peu en même temps, mais comme le pur masse maigre. C'est quoi les... C'est pas beaucoup là. Non, mais en fait ça dépend de plusieurs choses.
Ça dépend, est-ce qu'on prend quelqu'un qui s'est déjà entraîné auparavant ou quelqu'un qui commence à s'entraîner. Ouais. Parce qu'on a comme des newbie gains au début. Ouais. Fait que ça va être plus facile pour quelqu'un qui s'était pas entraîné. Puis la jeunesse aussi, l'âge Aussi. va avoir un impact. Fait que ça dépend de tout ça, mais tu sais, mettons, notre potentiel diminue. Plus ça fait de temps que tu t'entraînes, plus ton potentiel pour prendre la masse maigre est bas. Mais tu sais, d'habitude, on parle quoi, 1 à 2 livres par mois, genre? De masse maigre, là. Ouais. C'est pas gros, beaucoup. me semble. Non, c'est pas beaucoup. Mais ça, c'est 12 livres par année. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Ouais, tu sais, la courbe a fait ça, puis après ça, elle se stabilise aussi. Comme fait que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est genre. Ça va être difficile. Genre, peut-être que 1-2 livres par année, ça peut être bon. Surtout au CrossFit, là, parce qu'on s'entend que tu fais pas juste du. Tu fais pas juste de la déchirure. Oui, tu déchires beaucoup de fibres musculaires, mais je veux dire. cardio aussi. Oui, c'est ça. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Là. Ouais. Puis en bodybuilding, ce serait-tu le même principe un peu, ou il y aurait peut-être un peu plus de gains qui peuvent faire? D'après moi, ce serait le même principe général, mais après, tu sais, eux autres, vu que c'est beaucoup d'hypertrophie, pas beaucoup de autres. Ouais, c'est surtout l'hypertrophie, il y a moins de performance. Ouais, c'est ça. Ouais, et le powerlift qui est maintenant tout le temps, presque tout intégré dans les vrais systèmes de bodybuilder. Là. Mais c'est dur à dire aussi, ça dépend vraiment de la grandeur de la personne. Du potentiel génétique aussi. C'est ça. Ouais. Mais il y en a qui doivent aussi, comme, qui sont peut-être trop lean puis qui ont besoin de prendre un peu de gras. Fait que, comme, mettons, le gain dans une année peut être comme, j'ai pris 10 livres, mais en fait, t'as pris 5 livres de masse maigre puis t'as pris 5 livres de masse grasse, mais c'est un bon 5 livres de masse grasse. Oui, là. parce que si t'es tout le temps fatigué et t'es pas capable de récupérer, t'attrapes toutes les infections, c'est peut-être signe que... T'as juste pas assez de calories dans ta journée. Fait qu'être malade plus souvent dans une année... Ça, c'est pas bon signe. Ouais. Combien de fois par année c'est un genre... un red flag? Et boy. C'est dur à dire. C'est une bien bonne question. Moi, d'ailleurs, c'est dans mes questionnaires quand j'ai une nouvelle consultation avec quelqu'un d'entraînement, c'est de voir un peu comment il est malade par année, mais je veux dire, ça peut m'afficher un red flag. Genre un petit rhume ou... Ouais, c'est ça, être vraiment malade. Tout le temps attraper un rhume à chaque mois, c'est pas... non, c'est ça. Moi, je dirais, personnellement, là, je dirais, genre, si t'es malade comme à chaque changement de saison, là, peut-être que... Il se passe quelque C'est pas chose. bon signe. Ouais. Puis pensez-vous que c'est alimentaire? Il peut avoir une influence. Ouais, hein? Peut-être pas 100%. Là. Ouais. Mais tu sais, si t'es tout le temps en déficit calorique, peut-être sans le vouloir, mais t'as moins d'énergie pour combattre les infections, puis t'es à la merci du premier virus qui va arriver. Ou si t'as des déficiences en micronutriments. Aussi, ouais. C'est un autre sujet. On compte si tu beaucoup manges les vitamines D puis tu souffres de paludisme, ça se peut que... Fait que si on mixe deux choses que vous venez de dire, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en déficit calorique? Il y a beaucoup de gens qui vont compter leur macro, mais qui vont pas compter leur micro. Fait que moi, ce que je veux savoir, puis moi, ce qui m'intéresse peut-être un peu plus à ce qu'on discute ici, c'est est-ce que... En fait, premièrement, comment est-ce qu'on définit un déficit calorique? Là? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils sachent c'est quoi leur maintien puis comment il faut qu'ils fassent un déficit? Puis après ça, est-ce que c'est bon de compter leur macro? Est-ce que c'est pas bon de compter leur macro? Ben, ça peut vraiment... Tu sais, c'est jamais quelque chose que j'encourage, surtout avec une certaine clientèle que je vois qui est plus sensible. Là. Mettons, les femmes qui veulent perdre du poids, je veux pas nécessairement les encourager à être vraiment... à regarder vraiment assidûment leur macro, là, parce que ça peut engendrer une obsession puis peut-être un trouble alimentaire par rapport à ça. Fait que moi, je considère que c'est ma job de bien calculer mes affaires à partir de ce qu'ils me disent qu'ils mangent. Puis, tu sais, ce qui peut m'aider, c'est peut-être un journal alimentaire que je vais leur demander de faire pour avoir vraiment un aperçu plus réaliste de ce qu'ils mangent. Parce que, tu sais, souvent, s'ils me le disent juste en 5 minutes, ils oublient plein de trucs. Tu sais, ils oublient la bière du vendredi soir, puis le petit une amie avait apporté des brownies au bureau, fait que je n'ai pris 2, puis tu sais, des trucs comme ça, mais tu sais, pour vraiment bien évaluer, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui sait ça, sa job. Ouais. Mais je pense pas que tu as besoin de compter tes macros pour savoir si tu es en surplus ou en déficit, parce que c'est une balance énergétique, comme on disait tantôt, fait que si tu es en déficit, tu perds du poids. Oui. Si tu es en surplus, tu prends du poids. Peu importe si c'est du muscle ou du gras, si tu es en surplus, tu prends du en poids. pesant, mettons, une fois par semaine, exact. Tu vois, c'est dans ta semaine. Puis si tu bouges pas, c'est sûr qu'il y a des variations normales, ça mettons plus ou moins 5 livres, tout dépendant si tu fais de la rétention d'eau ou autre, mais si ton poids est relativement stable, ça te donne un bon indice que tu es en maintien. Fait que c'est pas nécessaire, selon moi, de tracker
tes macros. Ouais. Sauf que il y a certaines... Moi, je fonctionne beaucoup avec MyFitnessPal. Ouais. Ouais. Puis il y a des gens qui aiment ça. C'est sûr que c'est pas pour n'importe qui. Non, c'est fucking compliqué. C'est... Je l'utilise des fois, là. Ouais. C'est pas pour n'importe qui, mais il y a des gens qui aiment vraiment ça. Juste comme... qui sont un peu... data freak, gens qui aiment ça, comme connaître leurs chiffres, puis ils trippent avec ça, puis... Tant mieux. Ben oui, c'est ça. Puis eux autres, c'est plus facile après pour les suivis aussi, ils font juste me montrer leur application, puis... Ils apprennent aussi de voir les aliments. Ouais, puis c'est sûr que... Tu te rends compte que dans un avocat, ben, il y a quand même pas mal de calories s'il mange au complet. Puis dans du bœuf haché, il y a quand même beaucoup de gras. Exact. C'est sûr que je pense pas que c'est réaliste de dire, ben je vais tracker mes macros pour tout le reste de ma vie. Mais je pense que ça peut servir d'outil, justement, si pendant, je sais pas moi, 2 mois, tu pèses tes affaires puis tu rentres tes trucs dans ton application, tu sais là, que si tu manges à peu près telle quantité de viande, telle quantité de légumes, ça t'apporte tel macro et micronutriments. Fait qu'après, ben... C'est un déficit à créer, tu fais juste manger un petit peu moins. Fait que t'as comme, mettons, ta portion qui te convient à toi, puis après tu peux jouer avec ça. C'est quoi ton objectif? Fait que, mettons, le meilleur, mettons, feedback qu'on pourrait avoir de ça, c'est de vraiment choisir les aliments qu'on mange, qui sont favorables, mettons, pour notre réussite, puis manger ces aliments-là, s'habituer à manger ces aliments-là, puis avoir cette routine de manger à la limite des bons aliments, puis après, de comme réduire un peu les mêmes aliments. Si ton objectif, c'est de perdre du poids. Ouais, puis si c'est de gagner, dans le fond, on veut créer un surplus. Exact. Ouais, fait que là, c'est encore une fois avec la même composition d'aliments qu'on vient de manger, c'est juste d'augmenter les mêmes aliments. Fait que ça pourrait être pertinent. Fait que, ok, je catch. Ok. Ouais, c'est bien plate, puis encore là, c'est pas sexy, mais c'est juste une grosse balance. Fait que tu manges plus que tu as besoin pour prendre du poids, puis tu manges moins que ce que tu as besoin pour perdre du poids. Puis est-ce que le flexible dieting, il rentre un peu dans le comptage de macros, si on veut? Comme, moi, je pense que oui. Ouais, comme manger une pizza ou un gros bang sale. Ça peut fitter dans le sens que, moi, des fois, je dis aux gens, si tu veux manger, je sais pas, moi, t'as un souper prévu avec des amis, puis tu veux manger la pizza, mais tu veux pas nécessairement que ça fasse déraper comme toute ta semaine. Y a moyen de le rentrer dans ton application. Mettons, je sais pas, moi, on est samedi. Puis samedi soir, j'ai un souper, puis je sais que je m'en vais manger de la pizza, mais je veux pas, genre, être off de mon plan. Fait que je rentre ma pizza dans mon application. Je sais comme quelle quantité de glucides ça va m'utiliser, ça va gruger mon budget. Fait que je sais qu'est-ce qui me reste de lousse pour ma journée pour quand même être dans mes chiffres. Fait que je mangerais plus de protéines puis plus de légumes, mettons, plus tôt dans ma journée. Puis après, ben, je peux enjoy ma pizza sans nécessairement me sentir mal. Fait que c'est peut-être pas le meilleur aliment sur la planète, mais ça rentre quand même. Puis il y a un athlète de CrossFit là, qui s'entraîne comme un malade 2 fois par jour, puis genre, qui fait ça professionnellement. Là. C'est pas grave s'il mange un bang là, à un moment donné dans sa journée. Mais il a besoin de calories, lui. Ouais, lui il a besoin d'un peu plus. Mais en même temps, c'est pas nécessairement la qualité nécessaire. Non. C'est qu'à un moment donné... Ça veut pas juste être ça. Ah, je mange des calories, mange des calories. Là. Non, ça peut être difficile d'aller chercher toutes les calories que tu as besoin juste avec des pois chiches et des légumes. Fait que les beignes, la pizza, une cuillère à la table d'huile d'olive, ça va vraiment aider à avoir des nutriments denses en calories, faciles à aller chercher. Je vais te faire une confidence, ok? Il y a un de mes amis qui voulait prendre la masse, puis dans son plan, j'ai mis des biscuits. Mais ouais. Parce qu'il fallait qu'il mange. Fait que là, dans son plan, à chaque soir, il y a 2 biscuits qu'il doit manger pour atteindre son objectif. C'est tout? Ben non, mais pas juste ça, là, mais juste en partie. Il y a une histoire avec Neil Maddox, un gars de CrossFit, qui devait manger sûrement... il pesait genre 225 livres lean, là. Puis, tu sais, de ma grandeur, là, ben un peu plus grand, mais que dans le fond, il allait au resto, il mangeait toutes les bonnes affaires en premier. Puis quand il avait tout fini, il se commandait plein d'entrées. Des nachos. Juste pour atteindre son objectif. Mais comme il mangeait toute la bonne affaire en premier, il allait faire ça. Après ça, mettons le midi, il mangeait tout son gros lunch, il allait chercher des bangs. C'est comme tout le temps comme, ok, il m'en manque. Là, je vais aller en chercher. Pour compléter. Fait que c'était pas comme sa source. Non, principal. Non, c'est ça. Ouais, c'est pas c'est son secondary work. Là, mais tu sais, pour être capable de faire ça, il faut que tu aies besoin d'au moins 4 5 000, 6 000 calories dans ta journée. Là. Ouais.
C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Quelqu'un qui mange autant de calories, comme 5000, 6000, même 10 000 calories. 10 000 c'est huge là. Mettons c'est un doute de ski de fond qui va... Mais les gars de Strongman, ils mangent jusqu'à 8000. Ah, les autres, ils ont une énorme masse musculaire. Comment est-ce qu'ils font quand... Tu sais, comme là, on parle de performance athlétique, là, fait qu'ils n'ont pas le choix de manger ça, comme n'importe quel autre athlète. Ils n'ont pas le choix de manger ça s'ils veulent continuer à performer. Mais comment est-ce que tu fais pour revenir à une personne normale après, quand t'as plus de carrière athlétique, quand t'as décidé de prendre ta retraite par rapport à ça, que ce soit, mettons, pour un sport comme le Strongman, que pour le CrossFit, ou que, à la limite, tu manges peut-être 4000, c'est quoi le plus haut taux de calories que quelqu'un peut manger au CrossFit? Ça peut monter quoi, facilement jusqu'à 5000 calories. Ouais. Donc, comment tu fais quand tu reviens à normal? Ben, t'as juste en fonction de ta dépense énergétique. Là. Tu refais des calculs. Ouais. Tu vas voir une mais ça fuck pas un peu leur système s'ils n'ont pas de suivi. S'il n'y a pas de suivi, ils vont devenir gros. Souvent, les gens vont continuer à manger la même chose, ouais. Mais vu que ta dépense énergétique est diminuée, ben là, tu vas juste prendre du gras. Fait que la personne qui était fit, puis qui avait l'air super en forme, puis qui l'était, devient un peu le contraire de ce qu'il prônait. Ouais, puis s'il s'entraîne moins, ben ça se peut que la masse se distribue différemment dans son corps, tu sais, la masse musculaire diminue un petit peu, la masse adipeuse augmente un petit peu, mais tu sais, il va quand même rester en santé, mais il aurait plus l'air d'avoir le 12-pack. Là. Ouais. Existe. J'ai jamais vu ça, mais... Moi, j'ai ça. C'est nice. Carapace de tout petit. J'en ai, c'est parce que j'en ai jusque dans le dos aussi. Puis, cool. Puis, au niveau du flexible dieting, je pense qu'on a... Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter un peu à ça? Ben, moi, on en a parlé un peu, mais c'est ça, je pense pas qu'il faut juste penser que, vu qu'on fait flexible dieting, qu'on peut juste se pitcher dans les bains, puis dans la pizza, puis dans tout le fast-food du monde, là. Il faut quand même avoir un minimum... Ouais, tu marques, là. Ouais, c'est ça. Maintenant, on y va à l'opposé. Quelqu'un qui... Mettons, là, c'est plus pour les gens qui ont tout le temps faim, puis qui ravagent, puis tout ça, puis qui sont gourmands. Mais si on y va à l'opposé, quelqu'un qui a jamais faim, puis qu'il faut qu'il mange, est-ce que cette personne-là va tout le temps être en train de se créer des réserves de gras dans son corps, puis il va peut-être prendre du poids parce qu'il mange pas assez, ou est-ce qu'il va tout le temps être en déficit calorique parce qu'il mange jamais? Mais s'il a jamais faim, puis il faut qu'il mange, c'est parce que il est automatiquement en déficit calorique, genre, il a de la difficulté à combler ses besoins. Ouais, fait que quelqu'un qui maintenant est tout le temps en déficit calorique, mais qui n'a pas faim. Fait que pour une personne comme ça, on va y aller vers des solutions qui sont faciles d'aller chercher beaucoup de calories, mais que ça reste des calories de qualité. Fait que il y a plusieurs personnes qui ont plus de facilité à boire leurs calories qu'à les manger. Là. Fait que on va y conseiller un smoothie avec des avocats dedans pour qu'elle cherche des bonnes calories, mais beaucoup de calories. Puis comme 2 cuillères à table de sirop d'érable pour qu'il y ait beaucoup de sucre. Des trucs comme ça qui sont faciles à aller chercher puis ils se boivent en 2 secondes, mais qu'il y a beaucoup de calories. C'est facile à digérer aussi. C'est ça. Fait que ça pèse moins lourd dans ton estomac. Fait que c'est ça un peu la stratégie à aller chercher ça. Ouais. Puis c'est le stress, dans le fond, qui est relié à ça, ou ça n'a pas rapport? Ça peut vraiment dépendre. Ouais. Des fois, des gens qui sont juste déconnectés de leurs sentiments, de satiété, leurs signaux de faim puis de satiété. Ouais. Fait qu'ils reconnaissent juste pas la faim. Ouais. Fait que, je sais pas moi, t'es habitué, tu travailles sur des chiffres que tu peux pas nécessairement manger quand est-ce que tu veux. Fait que tranquillement, tu déconnectes de ces signaux-là. Fait que c'est pas nécessairement... Il y en a beaucoup de personnes là, qui, ils mangent parce qu'il est midi, ils mangent parce qu'il est 6h du soir, ils mangent parce que ça fait 1 heure qu'ils se sont réveillés, mais ils ressentent vraiment jamais les signaux de faim. Bon, il y a des périodes que je vais pas manger, que j'ai juste pas faim. Puis que, mais tu sais, je vais pas me sentir nécessairement optimal pis tout ça, mais comme, puis plus je réintègre la bouffe, plus j'ai faim. Ouais, c'est pas compliqué, là, ça fait juste comme allumer mes signaux, là. Ouais. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, là, mais bon. Peut-être pas à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que... Fait que là, tout ça, là, tu sais, en Amérique du Nord, là, aux États-Unis, en Europe, c'est relativement simple, là, comme gérer un plan alimentaire, une structure alimentaire, un cadre alimentaire, tout ça. Mais dans d'autres pays, là, où c'est peut-être un peu moins accessible d'avoir toute la nourriture qu'on a, ou... tu sais, je reviens de la Thaïlande, puis je veux dire, c'est pas nécessaire... Tu sais, comme... Pour vrai, il n'y a pas d'épicerie, là. Genre, il y a bien des plats. Tu sais, j'allais au resto matin, midi, soir, là. Il y avait fuck all, là. Ah, mais il n'y a pas d'épicerie. Ben oui, mais... Genre des petits dep, mettons. C'est des dépanneurs, là. Pour vrai, tu peux vraiment, vraiment bien t'en sortir, là. Il y a
il y a des œufs à la coque au dépanneur. Puis il y a plein de choses comme ça. Puis dans les restos, presque tout est... Bref, je veux juste savoir, dans le fond, les athlètes dans ces pays-là, peut-être plus les pays du tiers-monde, il y en a qui compétitionnent professionnellement dans n'importe quelle discipline. Puis je sais aussi que la nutrition, c'est un domaine aussi que tu peux travailler beaucoup plus à distance. Fait que vous devenez des professionnels, vous êtes recherché par quelqu'un d'ailleurs. Comment est-ce que tu fais pour adapter un peu ce cadre-là, mettons, avec les restrictions? Ouais. Une restriction, genre au niveau de l'accessibilité? Ouais, l'accessibilité, là, tu sais, dans le fond, la personne elle veut, mais... Moi, honnêtement, un avantage que j'ai vu, c'est la qualité des aliments. Ce qui était là, c'était 100% de qualité. Les fruits étaient vraiment meilleurs. Puis il y avait vraiment des plus comme ça, mais le reste, tu sais... Mais tu sais, à toutes les places, en général, il y a quelque chose qui va être riche en protéines. Tu sais, que ce soit un dindon ou une vache bizarre qu'on connaît pas. Puis il va y avoir, tu sais, des fruits, tu sais, que ce soit une papaye ou... Une pomme du Québec. Ouais. Puis il va y avoir quelque chose qui va être riche en bon gras, là, que ce soit genre de l'huile de coco ou du beurre. Puis du beurre, c'est pas le meilleur gras, là. Mais bref, tu demandes à cette personne-là à quoi qu'elle a accès, puis après ça, tu modules ce que tu lui conseilles en fonction de ça. Ouais. Il y a moyen d'aller chercher ce que ça prend dans tous les pays. Puis y a-t-il des pays qui sont plus favorables que d'autres pour avoir, mettons, toutes ces richesses-là? Comme en termes de qualité d'aliments, j'ai entendu parler que la Nouvelle-Zélande, au niveau toute leur culture laitière était top grade là, dans le monde. Là. C'est un peu pour ça que la protéine de Nouvelle-Zélande vient de là, si on veut. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont la chercher là, mais... C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que, mettons, tu peux te débrouiller avec à peu près rien. Ceux qui gagnent, les Kenyans qui gagnent les marathons chaque année, ils ont pas grand-chose. Ils courent les pieds sur de la terre battue. Ils mangent genre de la farine de manioc. C'est vrai? Genre ils mangent une sorte de genre griot bizarre qu'ils ont chez eux, mais c'est super riche en glucides. Puis grâce à ça, ben même s'ils n'ont pas le steak, ils mangent pas tant de protéines. Des bœuf Angus, ben ils réussissent à avoir leurs protéines, mais ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, puis ils sont capables de performer puis de gagner la médaille d'or. T'sais. Fait qu'il y a probablement plus, à cause que nous on a plus de choix, il y a plus de problèmes. Ben, moi je pense que oui. Là. Ouais. Au bac, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais nos profs parlaient souvent du double fardeau nutritionnel. Ouais. Ouais. Un nom fancy pour dire que dans les pays du tiers-monde, ils ont à la fois la malnutrition pour ceux qui n'ont pas accès à assez de bouffe, puis ils ont aussi t'as la dénutrition et la malnutrition. Ouais. Fait que t'as ceux qui mangent pas assez, puis t'as ceux qui mangent trop de junk. Genre. Ouais. Fait que, tu sais, quand on commence à américaniser des pays qui sont comme moins favorisés, ben on apporte genre du McDo puis du Burger King puis... Les aliments transformés. Puis les autres, ils trouvent ça cool, fait qu'ils vont vers ça, mais c'est pas ça qui est le best. Ouais. Puis ils pensent aussi que nous autres, c'est ça qu'on veut. Partout où je suis allé, c'est... Puis toi aussi, tu voyages beaucoup, là. Veut manger ça. Ils pensent qu'on veut manger ça, ils pensent que c'est ça qu'on aime. Tu sais, quand tu leur parles de où c'est que c'est bon aller manger. Il y a un Burger King. Non, une bonne place pour aller manger. Oh ouais, c'est full hot, vous avez ça, vous autres. Ouais. C'est comme, pour eux, c'est comme le gold standard, là. C'est le classique américain, puis peut-être signe de réussite. Ouais. En même temps, tu sais, pour quelqu'un qui arrive au Canada, ben on aime bien le pâté chinois, mais tu sais, si on sait qu'il arrive de l'Inde, je sais pas si on va lui conseiller d'aller manger de l'Indien. Ouais. Je sais pas si c'est irréversible. Ouais, ils cherchent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis, ouais. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais en gros... Il y a moyen d'aller chercher tout ce que t'as besoin, peu importe t'es où. Ouais. Moi, ce que je trouve que j'ai de la misère à m'adapter, c'est toujours la même affaire, puis c'est le déjeuner. Ouais. J'ai réalisé que c'est quelque chose que c'est extrêmement difficile à trouver le déjeuner parfait, si on veut. Là, le déjeuner que je mangerais chez nous puis que je me préparerais le matin. Là. Ouais. Comme j'ai plusieurs formes de déjeuner que je me fais, mais jamais c'est pareil. Puis c'est toujours compliqué, on dirait. C'est comme ils ont Bref, le plus proche de ce qui ressemble, mettons, à ce qu'on mange, c'est peut-être au Mexique. Là. Ah ouais? La différence, c'est qu'ils vont te mettre des bines puis du riz dans ton assiette, là, au lieu d'avoir ta toast. Là. Mais tu sais, ils sont bien forts sur les bagels puis ces œufs. Là, les œufs en Asie aussi, il y en avait pas mal d'œufs, non? Oui, mais ils te mettent un œuf. Tu n'auras pas...
faut en que extra. faut que tu demandes des extras. Puis, tu sais, ils ont pas de sirop d'érable pour les crêpes. Non. Puis, genre, Ouais, ben là, ça, c'est sûr. Là. ils ont une confiture, ils ont pas vraiment de beurre de cacahuètes, là, à moins qu'il soit naturel. Mais il est très bon quand ils en ont. Mais ça dépend des places, ça dépend des spots. Vraiment variés là, par rapport à ça. Là. Au Maroc, c'est juste des carbs. Là. C'est comme ton déjeuner, c'est un bagel. C'est un bagel, du pain, du fromage, puis genre une crêpe, puis genre du miel, puis il n'y a rien de ça. Là. Ouais. On est quand même choyé, je pense, à avoir des déjeuners un peu plus Ouais. variés, là, si on veut. Là. On prend un peu de tout. Puis... Mais oui, on est chanceux pour l'accessibilité qu'on a. Là. Ouais, Tout c'est ça. Sinon, on mangerait quoi? Des pommes l'été puis des patates. Ouais, c'est ça. C'est des patates. Fait que, mettons qu'on a parlé des modes là, un peu là, de keto, vegan, toutes les trends qui parlent. C'est quoi la prochaine affaire à votre avis? Si vous avez étudié un petit peu tout ce qui a déjà existé dans le temps, y a-t-il quelque chose qui va revenir à votre avis? Quelque chose que vous sentez là, qui va apparaître? Ben, tu sais, moi je vois cette année comme étant l'année de la diète plus végétale. Là. Ouais. Mais c'est une des diètes qui a vraiment de l'allure, fait que c'est C'est cool. pas l'année passée, ça? Ben, de plus en plus, tu sais, Ouais. les épiceries manquent de tofu, les épiceries manquent de tempeh. là. Ouais. Puis là, les fruits et légumes, ils augmentent de prix à cause de Ouais. Ouais, qu'il y a sûrement. moins de monde qui mange de viande. Sinon, moi, je vais jeûne intermittent aussi. Ouais. C'est pas... Ouais. Ouais. C'est déjà... c'est déjà là, mais on en entend de plus en plus parler. Puis jeûne intermittent et keto en même temps. Ouais. Ouais. Sinon, une nouvelle chose qui s'en vient. Il y a genre. Quelque chose qu'on a peut-être même pas Moi j'ai entendu beaucoup de parler, clients là. qui embarquent sur la diète FODMAP ces temps-ci. Là. Pardon? Ah ouais? Mais c'est pas, tu sais, c'est pas du monde. Non, mais excuse-moi, comment t'as dit ça? FODMAP. FODMAP. Ouais, FODMAP. Ok. Mais tu sais, c'est pas une diète. Tu sais, c'est une diète pour les gens qui ont des troubles digestifs. Genre, fait que tu sais, c'est pas tant le fun. Là, c'est d'éliminer tout ce qui peut être. Fermenticible. Tout ce qui peut être. Tout ce qui peut te causer des inconforts qui est retrouvé dans les aliments. Fait que tu sais, mettons, les oignons, il y a certaines personnes qui digèrent ça pas bien, fait qu'on va les éliminer. Puis là, on élimine tout ce qui peut causer des malaises, puis après ça, on réintègre ceux qui aiment le plus en premier. Mais tu sais, c'est pas une genre de diète à la mode, c'est plus une diète pour ceux qui se rendent compte que ben, ça fait 20 ans que à chaque matin je fais cacamou, ben là, ben, je peux peut-être faire quelque chose avec ça, puis je vais aller voir quelqu'un de qualifié, mais pour les diètes à la mode, ouais, jeûne intermittent cette année, c'est... Jeûne intermittent. Sinon, peut-être qu'on va avoir un comeback des glucides. C'est le gras qui était bien en Ouais. mode, peut-être que... Peut-être que c'est que ça va revenir. Super. Moi, j'ai déjà fait la diète GoMad. Go-mad. Je connais pas ça. Vous connaissez pas ça? Non. Vous êtes nutritionniste, vous connaissez pas GoMad? Ben, Tu c'est bois Peut-être 2 un nom litres. fancy. Ah, de lait? Tu bois 2 litres de lait au chocolat par jour. Ouais. Yeah. Nope. Mais j'ai des clients qui avaient J'ai pris 10 livres avec ça. une diète. Puis j'avais des super boutons dans le haute. dos. Ouais. Partout. C'était insane. Peut-être que tu as développé une intolérance au lactose. T'as fait Non ça à quel mais, âge? non, mais quand j'ai arrêté, je cravais ça. Là. Ah ouais. Je cravais le sucre. Mais tu mangeais Ah pas, ouais. tu bougeais pas ça one shot, là? Tu Presque. le distribuais dans ta journée, non? Presque. Puis plus ça allait, plus je faisais ça après l'entraînement. Puis plus ça allait, puis plus je n'avais besoin. Là. Ah Puis ouais. comme c'était comme. Puis j'habitais à côté du. Le gym était à côté du Maxi à l'époque. Fait que Tu te gâtais. j'avais un Maxi, étant spécial. Tu prenais ton kébon. Ouais, le gros là. Puis c'est là que tu réalises que. On dirait qu'en nutrition, c'est ça. On dirait que c'est tant et aussi longtemps que tu vas pas traverser cette ligne-là que tu sais pas si t'es allé trop loin. Il y a certaines personnes qui se rendront pas là, il y a certaines personnalités qui vont se rendre là, comme Mhm. moi et plusieurs autres, j'en suis sûr, là, Ouais. mais comme traverser cette ligne-là, okay, c'était too much. Ouais. Genre, c'était capable de faire ça. Là. Ouais. T'sais, mais comme tant et aussi longtemps que tu te rends pas là, on dirait que tu t'éduques pas sur le système. Mhm. Ouais, pis tu sais, je comprends le monde aussi de. Tu sais, de pas vouloir faire ce qui est plate à faire, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est le fun de se faire dire, ah ben, t'as fait ça wrong toute ta vie, tu sais. Manger varié, c'est pas ça que ça te prenait. Ce que ça te prenait, c'est de boire 2 litres de lait au chocolat par jour ou de manger, tu sais, 80% de ton énergie sous forme de gras. Ouais. Mais je récupérais vraiment bien.
Ben, t'avais tout ce que t'avais besoin, tu sais, beaucoup de protéines, beaucoup de carbs. Ouais. Mais il y a moyen d'aller chercher ça avec Ailleurs, d'autres trucs, là. Si on parle un peu de votre passé, là, un peu de qu'est-ce qui vous a amené à être nutritionniste. Là. Notre passé obscur. Notre passé obscur, ça peut être obscur. Honnêtement, pour vrai, je pense que pour faire le métier un petit peu pour être dans le métier de la santé, je pense que ça prend un background obscur. Il y a quelque chose qui a fait déclencher le fait que tu voulais peut-être aider. Parce que dans le fond, c'est d'aider d'autres mondes. Là. C'est un peu ça la mission qu'on a tous. Là. On a tous une mission commune, mais ça veut dire que probablement à une époque, vous auriez eu besoin d'un aide ou quelque chose. Là. Moi, je veux gruger là-dedans. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Là, comme Lauriane, là, quand elle était petite. Là. Qu'est-ce qu'elle faisait depuis Lauriane? Une petite grosse comme moi? Non. Même pas? Non. Non, mais je me suis tout le temps... Ben, je me suis pas tout le temps entraînée là, quand j'étais plus jeune, mais je faisais tout le temps un sport. Comme j'étais tout le temps active. Puis en fait, c'est quand je suis arrivée au cégep, j'ai comme tout arrêté pour me concentrer sur mes notes. Avoir des bonnes notes pour rentrer en nutrition. Oh, ok. Puis, ma cotère, ma vie. Ouais, c'était juste c'est tout le temps pour avoir la meilleure cotère possible. J'ai tout arrêté mes activités. C'est quoi que tu faisais avant? Je jouais au volleyball, je nageais. Compétitivement? Ouais. Ok. Puis j'ai tout arrêté pour me concentrer sur mes notes. Sauf que, comme on disait tantôt, j'ai continué à manger la même chose. Fait que j'ai comme pris du poids, pas à l'extrême, là. C'était quand même... T'avais un bide, là. J'avais un petit bide, mais tu sais, c'était pas dangereux pour ma santé. C'était juste physique, puis je me suis dit... Fuck, non! Ça, c'est non! Je veux plus. Fait que je pense mais pas tu sais, là, tu te regardes dans le miroir, là, puis tu vois. Je veux pas, c'est pas la chose la plus importante, mais c'est quand même... On aime... On s'aime. On aime bien paraître, même si c'est pas notre Look good, priorité. naked, sexy. C'est ça. Même si c'est pas notre priorité numéro 1. Fait que, non, je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, au niveau de la nutrition évidemment, mais que je voulais peut-être plus pousser. Puis, tu sais, je me suis dit, crème, si moi je passais par là, puis c'était pas rien de majeur, là, je me suis dit, je m'imagine même pas qu'est-ce que certaines autres personnes peuvent vivre, puis que l'alimentation peut changer. Fait que dans le fond, tu savais déjà que tu t'en allais en nutrition, mais t'as eu comme un plus gros message à travers le processus pour... Ça t'a donné une meilleure raison. Ouais, mais je savais toujours que je m'en allais dans le domaine de la santé. Okay. Ça, c'était sûr. J'ai tout le temps été comme fermée à toutes les autres opportunités possibles. OK. Ouais. C'était quoi l'autre option? Pharmacie, médecine dentaire, comme tout ça, ça m'intéressait. Ou même, genre, plus dans un labo, genre, sciences biomédicales. Genre, Fait que ça m'a tout le temps intéressée, puis c'est les circonstances. Tu veux pas, j'aurais pas pu rentrer en pharmacie à cause de mes notes, fait que ça ferme des portes. Puis parmi les choix qui me restaient, nutrition, c'était disponible, puis ça fitait aussi, tu sais. Quand j'étais en nutrition, en fait, je savais que je voulais m'en aller en nutrition sportive. C'était... Nos stages, c'est beaucoup en hôpital. Puis je trouvais ça plate. Même pas. C'était pas ce que je me voyais faire à long terme. Fait que mon focus a toujours été la nutrition sportive. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer par la suite. Puis le fait que j'ai toujours été active, puis de m'enligner en nutrition, mais c'était comme le meilleur des deux mondes, là, de combiner les deux concepts. Puis là, tu regrettes pas ton choix? Non, pas du tout. Nice. Fait qu'il est là ton petit côté obscur. Rien à la jeunesse qui t'a marqué. Je suis un peu plate. Mais quand que tu faisais du volleyball puis de la natation, t'étais compétitive à un point justement que t'étais tout le temps en train de faire ça puis t'étais obsédée un petit peu à Non, j'étais pas obsédée. Tu sais, j'avais mes entraînements, je sais pas moi, 3-4 entraînements semaine, les compétitions la fin de semaine. Mais ça m'a jamais empêché de passer du temps avec mes amis ou de faire une fin de semaine. T'étais pas un robot, là. Non. Mais tu sais, j'étais chanceuse aussi, j'ai jamais eu de difficulté à l'école non plus. Fait que pour ça, c'était facile pour moi de clencher mes devoirs puis juste de m'en aller bouger après, là. Fait que... Tu priorisais bien justement chaque partie, là. Tu comptais tes macros de temps. Non, vraiment pas. Comme c'est récent que j'ai commencé à compter mes macros. Avant, c'était vraiment plus intuitif. Je savais que si je mangeais telle chose, je me sentais mieux. Tu veux pas... tu vois là, tu fais des tests
essai-erreur sur toi. Fait que j'étais comme, hey, crème, si je mange mon pudding au soya au chocolat avant ma pratique de volleyball, j'ai vraiment plus d'énergie. Fait que c'était comme des petits tests comme ça qui t'a fait découvrir la suite. Oui. Très fort. Ouais. Puis Tonic, t'as-tu toujours voulu aller en nutrition? Moi, j'ai toujours pensé que je voulais devenir cuisinier. Genre, je faisais des muffins au yogourt avec ma mère quand j'étais petit. T'as un livre de recettes en plus? Ouais, c'est ça. Mais c'est à cause de ça que tout a changé. Okay. Fait que j'ai fait des recettes toute mon enfance, tout mon secondaire. Puis en secondaire 5, j'étais au PAI, au Programme d'éducation internationale. So smart. So smart. Puis là, on avait un projet personnel à faire en secondaire 5. Puis moi, j'ai décidé de faire un livre de recettes parce que c'était ça que j'aimais faire. Okay. Puis il me restait pas beaucoup de temps. J'ai jamais vraiment été d'avance pour faire mes travaux. Fait que j'avais comme 2 mois et demi pour faire mon livre au complet. Puis j'avais décidé que pour mon livre, j'allais diviser ça en 11 catégories. C'était des catégories style les végétariens, les grands mangeurs, les sportifs, les originaux, genre. Puis là, pour chaque catégorie, j'avais une couple de personnes dans ma cohorte au secondaire qui appartenaient à ces catégories-là. Fait que, mettons, tu sais, j'avais des amis qui étaient les sportifs, fait que là, je les mettais dans cette catégorie-là. Puis là, je faisais un entrée, un repas principal, puis un dessert pour chaque catégorie. Puis, fait que là, j'ai fait comme 11 x 3, j'ai fait 33 recettes en 2 mois et demi. Fait que je les ai cuisinées, je les ai photographiées, j'ai fait la mise en page de mon livre. Wow. Puis là, à la fin de ça, là, j'étais vraiment écœuré de faire des recettes, fait que ça m'a vraiment découragé de devenir cuisinier. J'étais comme fuck that, je veux pas faire de la bouffe toute ma vie. Ouais. Mais tu sais, je savais que j'aimais encore la bouffe en général. Fait qu'au cégep, j'étais allé en sciences santé pour me fermer aucune porte, là, je savais pas ce que je voulais faire. Classique. J'ai découvert, classique. Puis là, j'ai découvert que je pouvais combiner bouffe et sciences pour faire nutrition, genre. Puis c'était à l'époque aussi que je commençais à aller m'entraîner, tu sais. Je faisais du bench un petit peu, je faisais du dos, tu sais, aucun leg day, là, tu sais, c'était juste pour les pecs en dessous du t-shirt. Mais tu sais, j'aimais ça m'entraîner, puis je savais pas pantoute quoi manger. Fait que j'ai décidé, tu sais, ce que j'aimais c'était peut-être plus la nutrition sportive. Fait que là, au fil des années au bac, je me suis rendu compte que c'était vraiment axé plus clinique, tu sais, diabète, hypertension, les maladies qui sont cool au niveau nutritionnel, mais qui m'intéressaient pas tellement. Fait que là, j'ai mis toutes mes cartes pour aller en nutrition sportive comme Lauriane. Puis on avait pendant le bac un mini-mémoire à faire, une revue de littérature, genre. Puis là, j'ai été celui qui a réussi à avoir le sujet en nutrition sportive avec Marielle Ledoux, qui était comme la légende en nutrition sportive, Marielle. Shout-out à Marielle. Puis après, elle m'a bien aimé, je pense, fait que j'ai fait la maîtrise avec elle en nutrition sportive. Okay. Fait que c'est de là que ça vient. Puis pendant la maîtrise, j'ai eu un cours avec Jonathan Tremblay, qui est le directeur de maîtrise de Lauriane, qui est extrêmement qualifié dans son domaine. Lui, il est en physiologie de l'exercice. Fait que là, j'ai commencé un doc avec Joe. Ça a super bien été. Puis là, j'ai décidé d'abandonner, il n'y a pas beaucoup de temps, parce que ça me fermait beaucoup de portes en nutrition, ça me stressait beaucoup, etc. Ouais. Mais pendant ces 2 années-là, j'ai beaucoup appris. Puis je me suis bien entendu avec Lauriane aussi. Fait que c'est de là que tout a parti. Fait qu'il n'y a pas non plus de passé obscur, à part que... Mais tu t'entraînais pas nécessairement compétitivement dans quelque chose? Non, moi je jouais au soccer, je m'entraînais au gym, je jouais au Ultimate Frisbee. Puis c'était pas mal ça. Jamais vraiment de compétition. Puis t'as pas un passé de petit gros, là? Non. Fuck, man, c'est juste moi! Tabarnak! C'est pas des gens comme toi, hein? Ouais. C'est plus en entraînement. Mais je me demande s'il y en a des nutritionnistes qui avaient un passé de petit gros. Ben oui, pis tu sais, je pense aussi, tu sais, sans nommer personne non plus, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles, peu importe, filles ou gars en nutrition qui commencent le bac, puis qui ont déjà des troubles alimentaires ou quelque chose qu'ils viennent régler en faisant le bac. Ouais, ça c'est hot. Ils viennent comme s'auto-éduquer. Ouais, c'est ça. Puis ils sortent de là, puis ils ont grandi. C'est éduqué tout court. Parce que je pense que c'est bien beau de se faire dire n'importe quoi en nutrition, mais si tu crois pas vraiment, puis si t'es pas là pour apprendre, ben tu vas pas régler tes problèmes. Avec le bac, là, même si je pensais que j'avais rien à régler trop, quand j'étais arrivé au bac, moi mon but c'était juste de gagner de la masse tout le temps, puis je mangeais pas vraiment de légumes, je mangeais mes nouilles sidekick en accompagnement de tous mes soupers, puis c'était tout le temps comme viande rouge, si j'avais un sandwich à me faire au Subway, je mettais pas de légumes, je mettais juste la viande, puis double viande avec ben de la mayo. Comme ça. Non, c'est ça. Maintenant, je mets des légumes, Nice. je mets des légumineuses, tu sais. Dans ton sandwich au Subway. Ouais, il y a moyen d'avoir quelque chose de pas pire. Là, j'ai 3 questions finales pour toi, Lauriane. Oui.
Toi, je les ai déjà posées, mais je peux t'en poser 3 nouvelles si tu veux. Ouais. Force-toi donc pour trouver des belles questions. Ben là, t'es déjà vu, je pense, sur ma feuille. Donc, c'est qui ton athlète de CrossFit masculin préféré? Là, Ça peut être le gars le plus chaud. Ça peut être quelqu'un qui aime son éthique de travail. Ça peut être quelqu'un qui sait jamais... c'est facile. C'est qui? Samuel Cournoyer. Je pensais que t'allais dire Jacob. C'est bon, on va le plugger. C'est bon, parfait. Je pensais que ça allait être quelqu'un de célèbre, c'est pour ça. Ben, watch out Sam, hein? Ouais, il va être célèbre. Ok, parfait. Puis c'est quoi ton... Si t'avais un repas à choisir pour le restant de tes jours, ce serait quoi? Oh. C'est juste ça que tu manges, là. C'est fucking dur. J'ai trop de choix. Je pense que ce serait le taco ball du LRI de taco. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quand même complet, tu sais, t'as un peu de légumes, t'as la viande, t'as la Faut que tu cookie. déjeunes ça, là. Ouais, ça me dérangerait pas. Ok. Ouais. Bon, t'as le droit. Ouais. T'as le doigt. Puis Lauriane, là, quand elle rentre dans une nouvelle pièce, là, c'est quoi ta theme song? Quand je rentre dans une pièce? Ouais, quand tu rentres dans une pièce, là, puis il y a une tune qui part parce que c'est Lauriane qui arrive, ça joue dans les oreilles à tout le monde, c'est quoi? Destin de Céline Dion. Peux-tu nous chanter un petit bout? T'es mon destin, je fais mon chemin. Mais sérieux, on la met à chaque matin. Ah ouais, Ouais. hein? Ça, c'est dans quelle année? C'est dans les quelles années de mode à Céline? Ça doit être quoi, 90? Début 2000? J'ai écrit pour venir au podcast, mais elle voulait pas. Ah, elle t'a répondu? Non. Ah. Ouais. Ah ben. Nick, c'est quoi les 3 questions que je t'avais posées dans l'ancien pays? Je pense Le pays, Dans quel pays, ouais? Le thème. Le thème. puis le livre. Le livre. Ouais. Fait que je vais te demander, qui est ton athlète de tous les temps préféré? Et boboy. C'est une bien bonne question, ça. Mon athlète. Xavier Desharnais. La semaine prochaine au podcast. Ah shit, je peux pas dire ça. C'est pas grave. Ouais, fait que pour Bon ceux qui écoutent le montage. podcast, vous l'avez déjà vu. Bref. Le 10 podcast. Ouais, c'est ça. Perfect! Et c'est quoi que tu mangerais le restant de tes jours comme un repas? Ça serait le renversé aux noix de ma mère. C'est ça que je demande à toutes mes fêtes. C'est quoi un renversé de noix? Mais c'est comme un genre de gâteau. Elle fait ça avec, je pense, du sirop de maïs puis plein de noix de Grenoble, genre. Ok. Puis là, ça fait comme quelque chose de mouillé puis plein de noix dans le Ouais. fond, genre. Mais là, on la revire de bord. Fait que là, les noix, ils se ramassent sur le top avec un genre de sirop. Là. C'est Ok. vraiment bon. Puis tu sais, avec les noix, t'as un petit peu de protéines. Ouais. T'as beaucoup Tu de... déjeunerais du dessert dans le fond. N'importe quand, là. Nice. Ce gâteau-là, il est trop bon. Très Mais fort. pourtant, je suis un gars plus salé dans la vie, mais ce gâteau-là, il est quelque chose. Ah ouais, hein? Ouais. J'aime ça. Ouais. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter au podcast? Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dit ou un statement X? Une annonce? Où c'est qu'on peut vous retrouver, guys? À la clinique Active Coop, Ouais. on va parler de nutrition sportive. Sinon, sur tous les podcasts sur Internet. Ouais. Moi, DK CrossFit Ok. à Blainville ou sur Instagram. Sur Instagram. L2 Nutrition. Parfait. Sur Instagram aussi, pour moi. Je vous tag. Nicolas.nutrition sportive. Ouais, c'est long ça. Ouais, c'est trop long, hein. Alright. Ouais. Merci, guys. Merci à toi. Ouais.